L'atteinte infra, ops, je parlais pas trop encore du mouvement DevOps ou de choses comme ça, je l'ai eu très tôt. Et ça, c'est un truc qui me suit encore maintenant. Il y a la fameuse loi de Conway. La manière dont on est structuré, organisé, découpé va contraindre très directement l'architecture qu'on va prendre. Donc on va plutôt essayer de faire l'inverse. On va essayer de penser l'architecture, modularité qu'on veut techniquement, et du coup de mettre l'orga qui va en face. C'est des enseignements qu'on prend plus ou moins tardivement, mais on fait pas de la tech pour la tech, quoi. C'était le cas un peu au début de ma carrière, mais c'est vraiment pour répondre à quelque chose et qu'on se mette dans la logique de mesurer ce qu'on va gagner, quel impact on va avoir. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, je suis en compagnie aujourd'hui de Vladislav Pernin, qui est le CTO d'un des pôles de Enedis, le pôle qu'on appelle Nexus, mais tu nous en parleras plus en détail tout à l'heure. Et puis avant de... merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Honoré d'avoir été invité. Et puis merci d'être venu plus tôt que prévu, parce qu'on enregistre le 30 janvier et mon train, je sais pas s'il partira à cause des grèves. C'était plus sûr. Et peut-être avant que tu reviennes sur cette grosse page de ta carrière et des enjeux qui y sont liés, est-ce que tu peux présenter les premières étapes du coup ? Ouais. Donc je pense que j'ai eu un parcours pour le début assez classique. J'ai commencé dans ce qu'on appelait une SS2L. C'est une société de services, mais spécialisée dans le logiciel libre à l'époque où le logiciel libre c'était quelque chose. Donc pas mal de clients, puis je me suis fait les dents sur des trucs qu'on n'a plus trop envie de faire maintenant, comme des portails Liferay, des Alfresco. C'était à l'époque où on connaissait le nom des JSR Java par cœur pour les différentes versions de Portlet, de JCR ou autres. C'était quoi, JetSpeed, il y avait il y avait la JSR 168, je crois, puis 280, je sais plus combien, pour Portlet 2. D'accord. Enfin voilà, c'était des trucs de l'époque, mais assez formateurs au final. Puis assez rapidement dans cette boîte, la chance que j'ai eue, je pense, c'est que il y avait la partie hébergement qui était faite dans une filiale de la boîte. Ce qui fait que l'atteinte infra, ops, on parlait pas trop encore des mouvements DevOps ou de choses comme ça, je l'ai eu très tôt. Et ça, c'est un truc qui me suit encore maintenant. Et puis, très tôt, c'est quand du coup ? C'était il y a 18 ans. Ah ouais, donc effectivement, la partie Ops, on n'en parlait pas comme ça, quoi, à l'époque. En tout cas, peut-être dans la tech aux États-Unis, mais c'était pas trop arrivé encore chez nous. Et puis, assez vite, j'ai fait pas mal de trucs plus en lien avec de l'architecture, mais en restant quand même les mains dans le cambouis, pas en mode architecte tour d'ivoire, comme on dit souvent. Puis chez OpenWide, assez rapidement aussi, il y a une autre de mes passions qu'on retrouve un peu en filigrane aussi pendant un temps. C'est tout ce qui touche à la perf, aux tests de perf, au monitoring, au troubleshooting, etc. Donc une partie assez formatrice, avec beaucoup de projets au forfait aussi à l'époque. Travaillais quasiment que comme ça. Donc très, très formateur. C'était super large, quoi. Ouais. Mais, du troubleshooting, test de perf, de l'ops, de l'architecture. Ouais, assez vite essayer d'avoir une culture large. Un peu large, ouais. Ok, et alors qu'est-ce qui fait que tu quittes OpenWide ? Donc après, j'ai eu l'occasion, en passant par une ESN plus classique, Soprasteria, de travailler sur l'expérimentation Linky. Donc à l'époque, on en était à poser à peu près 300 000 compteurs sur Lyon pour avoir une région un petit peu dense en termes de compteurs et d'urbanisme, et puis Tours et la Touraine. Donc j'ai participé à une des premières étapes pour avoir le SI de déploiement qui permettait de déployer ce matériel. Et du coup, ça m'a permis de
de commencer à mettre quelques petits doigts chez Enedis dans cette organisation. Et c'était assez rigolo, assez sympa. Ça, c'était l'expérimentation Linky. L'expérimentation, ouais. C'était, on regarde si ça fonctionne, si ça marche. On regarde si ça fonctionne, si ça a une chance d'être viable économiquement sur le long terme, etc. D'accord. Donc les tout débuts. Ouais. Et le SI de déploiement, c'est quelle brique en fait? Enfin, j'imagine que c'est même sur un POC comme ça, et quand on déploie 300 000 compteurs, c'est plus un POC, quoi. C'est déjà quelque chose de. Non, c'est plus un POC. Très Après, si on part de la main, il y avait à l'époque des PDA pour aller poser, programmer les compteurs réellement pour des techniciens de pose. Ouais. D'autres types d'outils de mobilité pour aller poser ce qu'on appelle des concentrateurs. Ce sont des boîtiers intermédiaires qui sont dans les quartiers, dans les postes HTA-BT. Ils font l'intermédiaire en CPL. Alors, c'est un CPL bien spécifique, industriel. CPL, c'est courant porteur en ligne, okay. Comme pour les Freebox Okay. À l'époque, mais il n'y a pas si longtemps, mais un peu différent. Et puis ensuite, c'est 2G, 3G, et puis maintenant LTE-M ou 5G, jusqu'au SI, avec des réseaux telco privés, publics, mais sur des APN privés. D'accord. Ça va être très sécurisé. Et puis ensuite, effectivement, on tombe sur des SI... ça reste du back-end, entre guillemets, un petit peu classique, du SI de gestion un peu classique, mais oui, on n'est plus trop sur le POC. D'accord, donc c'est déjà pas mal de briques logicielles qui permettent de tout déployer, quoi. Après, des briques logicielles aussi de l'époque. C'était, je sais même plus quand est-ce que c'était, du coup ça devait être 2007, un truc comme ça. Pas mal de serveurs d'app, des gros machins à manœuvrer, mais dont à l'époque on était content avant de prendre la majorité qu'on peut connaître maintenant, ou en tout cas essayer d'avoir. Et à l'époque, tu avais quel rôle sur cette phase de projet ? À l'époque, j'étais ingé senior, on va dire. Ok, plutôt côté dev, plutôt côté déploiement Dev, mais avec la sensibilité infra dès le début. Ok, ce POC-là, les 300 000 compteurs sont installés et tu t'en vas. Ouais, j'ai l'occasion de travailler avec Zenica. Je surveillais les blogs tech de ces boîtes-là. Il y en a d'autres comme Xebia, Ypon à l'époque. Et dès qu'ils ont sorti l'article de blog en disant on s'installe à Lyon, ils avaient mon CV dans la demi-heure. Et puis ça s'est fait assez vite. Donc j'étais le deuxième sur l'agence de Lyon. Il y avait déjà une agence à Paris, je ne sais plus trop quelle taille, mais pas très grande. Donc t'étais vraiment en veille sur... Oui. Ouais, c'est... ça faisait partie des trucs, des flux RSS à l'époque qu'on centralisait sur Google Reader. Ouais. Ok, tu suivais les boîtes qui ont cette image Kali et Tech, exactement, dans notre écosystème. Ouais. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des pointures assez impressionnantes là-bas. Donc là, t'étais... ils s'installent, 20 minutes plus tard, ils ont le CV, et donc t'es le 3e, 4e arrivé là-bas ? Le 2e à Lyon, ouais. 2e à Lyon. Ok. Ouais. Donc j'ai pu participer un peu à une moindre mesure, mais parce que je suis pas commercial, je suis plutôt tech, mais au développement de l'agence. J'ai commencé à travailler à l'époque chez Boiron là-bas, en tant que Zenica, donc en prestation toujours. D'ailleurs, c'est là que j'avais rencontré Agnès Crépet. Que j'ai reçu sur ce podcast. Voilà. Sur d'autres horizons maintenant, mais c'est quelqu'un qui a bien rayonné et puis fait accompagner le monde de la tech. Du coup, je fais une petite aparté, parce qu'effectivement, sur Lyon, elle est pas mal impliquée sur conférence Mixit, et puis Head of IT chez Fairphone. Exactement. Voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus. Exactement. Puis la Nume et les Duchesses aussi, pas mal de pas mal de choses. Donc chez Boiron, on était sur du dev back-end pour ma partie assez classique, mais ce qui était appréciable là-bas, j'ai trouvé, c'était vraiment l'efficience qu'on avait. On travaillait en mode agile. Je crois que c'était un peu les débuts, en tout cas en France, de pu faire de cycle en V, travailler de manière bien propre. Je sais plus si c'était un Scrum-like, un Kanban-like, peu importe, mais en tout cas avec une impression d'efficience sympa. Quand même un petit truc assez rigolo, c'est que j'avais bossé sur des problématiques de diffusion de données, donc une appli qui est référentielle d'une donnée, qui est capable de la diffuser au fil de l'eau. Et ce que j'avais trouvé marrant avec le recul, c'est que je me suis retrouvé à manipuler des concepts comme
de DDD, de découplage, de robustesse, de fil de l'eau, mais sans en avoir plus conscience que ça, quoi. Donc c'était avec le recul assez bien d'avoir pu laisser... Tu veux dire que tu faisais du DDD sans le savoir? Ouais, la notion de bounding context, par exemple, que j'ai découvert après, que ça s'appelait comme ça, sans trop... Enfin, le DDD, c'est beaucoup plus large que ça. Hein. Ouais. Voilà, sur cette partie-là, pour transporter des agrégats de données, c'était rigolo. Et puis, oui, effectivement, assez rapidement, une connaissance, c'est... chez Enedis m'a repingé pour bosser sur la suite de Linky, donc la généralisation. C'est-à-dire la pose des 35 millions de compteurs, enfin 35 millions, 300 000. Donc, ouais, un beau... Le POC avait marché, quoi. Ouais, le POC avait marché. Enfin, en tout cas, on a tiré les leçons qu'il y avait à tirer. Et, c'était quoi les leçons, du coup? Sur le matériel, il y a eu des petites choses. C'est sur le matériel, ouais, qu'il y avait des choses à ajuster pour que ça puisse être ensuite déployé à plus large échelle, quoi. Exactement. Mais c'est des parties dont j'étais encore finalement assez loin. Parce que moi j'étais vraiment sur un SI back-end à l'origine. Donc à l'époque, comme je disais, on était encore sur des stacks assez de l'époque, avec des gros serveurs d'app, des choses comme ça. Peu importe le nom, mais ça force un petit peu de résilience. Donc là, tu y retournes. Tu te fais rappeler. Ouais. Enfin, Zenica, ça avait l'air d'être la boîte dans laquelle tu avais envie de bosser. En plus, tu arrives dans les premiers, donc tu as une petite place de choix dans les projets qu'il peut y avoir et dans la croissance de l'agence. Qu'est-ce qui te pousse à y retourner? Ces étapes du programme Linky, il y avait quand même pas tout à faire, mais quasiment. Et donc, la possibilité de mettre en œuvre des choses, comme à l'époque, j'ai travaillé sur une plateforme de centralisation de logs, quand c'était pas encore quelque chose de courant, donc ça devait être en 2000, je sais plus trop, 2011 ou un truc comme ça. Donc avec les stacks classiques, Elastic, du Logstash et des choses comme ça. Et puis c'est des choses que j'ai pu partager dans des meet-up à Lyon, un peu plus après à l'Elasticon à Paris. C'est une conf que la boîte Elasticsearch organisait. D'ailleurs, bon coup de flip, parce que c'est la première fois que je devais parler devant 400 personnes. Donc, voilà. Alors, du coup ça s'est bien passé, parce que j'ai bien bossé, mais quand on regarde la vidéo, on trouve toujours que c'est très largement perfectible. Mais non, ça s'est bien passé. Mais l'occasion de pouvoir monter quelque chose qui servait vraiment, avec toujours cette teinte infra, donc cette envie d'être éclairé, de savoir ce qui se passe en prod, etc. On ne parlait pas encore d'observabilité à l'époque. Hein. Déjà, remonter les logs, être capable de les analyser et les structurer, c'était bien. Et ça, c'est des choses que j'ai pu faire également. À l'époque, il n'y avait pas trop de plateformes d'intégration continue ou des choses comme ça, la partie CI. Donc, c'est des choses qu'on a pu mettre en œuvre. Ça restait des petites stacks, mais à l'époque qui n'existait pas trop, la DSI qui n'avait pas trop cette culture, quoi. Donc là, c'est ce qui te motive, c'est il y a quasiment un aspect encore feuille blanche, beaucoup de choses à faire, un énorme programme, un énorme projet, et puis cette teinte infra, log, monitoring, déploiement, qui m'a souvent conduit, sur laquelle tu pouvais avoir de l'impact. Et alors, du coup, juste pour que tu donnes un ordre d'idée, plateforme de centralisation des logs, on est sur quelle volumétrie, ça doit être monstre à l'époque, et puis maintenant ça doit être monstrueux, en fait. À l'époque, c'était rigolo, j'y repense, parce que je faisais les tests de perf en soufflant 500 logs à la seconde dans les tuyaux. Maintenant, on est plus à 50 000 ou 60 000 par seconde. Donc c'est plus trop les mêmes échelles. Après, ça reste des petits chiffres rapport à ce que les grands de la tech, qui soient dans la vallée aux États-Unis ou en Europe, font. Ça reste des petits chiffres. Mais c'était sympa. Ça commence à être des bons chiffres. Alors après, est-ce que c'est utile de tout loguer ? Est-ce qu'il y a un moment donné, loguer pour loguer, ça fait du bruit, quoi. C'est toujours une question intéressante. Moi, entre guillemets, je préfère loguer un petit peu plus que pas assez, mais c'est surtout que maintenant, en fait, on va essayer de pivoter un peu différemment, puis de travailler. Vous connaissez, il y a le triptyque log, métrique, trace. On va essayer de travailler beaucoup plus et de mettre le barycentre sur des traces, avec un max de métadonnées métiers et techniques,
sans tout préagréger sous forme de métriques. Ce qui fait qu'on sera capable de poser des questions à la stack de monitoring dont on n'a pas encore la réponse, mais surtout qui ne sont pas déjà préagrégées temporellement ou par data center ou par nom de service de la stack. Différence métrique et trace, du coup? Une métrique, elle est préagrégée. Par exemple, c'est, je sais pas, le temps de réponse, le 99e percentile du temps de réponse de tel ou tel service sur les 5 dernières minutes. D'accord. Donc on a, voilà, je sais pas, une moyenne qui veut rien dire, mais des percentiles et des choses comme ça. Ok. Donc l'idée, c'est vraiment de s'améliorer là-dessus et du coup de loguer beaucoup moins et de faire beaucoup moins de métriques. Il y a des gens qui communiquent beaucoup mieux que moi là-dessus. Par exemple, c'est Charity Majors sur Twitter. Je vais pas essayer de parler de son handle parce qu'il est imprononçable. Mais voilà, c'est ce vers quoi on va se diriger. Donc ça, effectivement, c'est des choses qu'il faut adapter. Ouais. Ok, donc bon, petit challenge, la plateforme de log, la centralisation des logs et bon, la CI, après, c'était pas un truc dingue. Là où on a fait quelque chose d'intéressant, c'est que donc il faut pas rire, hein, mais voilà, à l'époque. Désolé. À l'époque, l'install d'une des applis, donc c'était vraiment un autre monde. C'était des PTI, comme on appelait ça, des procédures techniques d'installation, avec 3 digits. Bon, 400 pages. Autant dire qu'il n'y a aucune chance que ça soit installé correctement avec de l'humain, enfin voilà, un grand n'importe quoi. Donc à l'époque, on a monté avec un collègue une stack de déploiement, donc la partie déploiement après l'intègre continu. Là où c'était rigolo, c'est qu'il y avait quand même une grosse base qui était écrite en Bash. Mais c'est à l'époque où Chef, Puppet, Ansible, Capistrano, Salt ou je sais plus comment elles s'appelaient les autres naissaient à peine. Donc on a essayé de répondre à un besoin de s'industrialiser, ce qui paraît une évidence maintenant dans les écosystèmes. Aujourd'hui, c'est effectivement... Tout doit être installé en un clic automatiquement, sans action manuelle, etc. Ce qu'on a réussi à faire sur une partie de la stack, mais voilà, avec un outillage de l'époque. Voilà, quand même il y avait eu du gain, de l'impact, quoi. C'était tout maison, du coup? Vous n'avez pas utilisé... Ouais. Non, les stacks de l'époque étaient pas trop existantes, quoi. Et c'est sur proposition de ta part ou c'était une volonté de... Un collègue et moi, ouais. Ah bah là, ouais, pour le coup, tu mets de l'impact tout de suite, quoi. Bah ouais. Bon, après, il a fallu, entre guillemets, migrer, repasser sur du Ansible ou un petit peu plus de YAML pour faire du cube, mais maintenant, ouais, c'était l'expérience intéressante, en tout cas. Et à ce moment-là, ton poste sur Linky, c'est t'es responsable de pôle, t'es pas encore CTO, t'es CTO? Non, c'est plus ça vient plus tard. Entre-temps, il y a une étape où je vais travailler sur des autres modules de Linky, qui est le système de supervision de tout ça. Donc c'est un projet qui a vite grossi, une trentaine ou une quarantaine de personnes à l'époque. Et l'idée, c'est qu'il y a des millions de messages qui remontent des équipements sur le terrain, dont les compteurs, qu'il faut filtrer, enrichir, corréler, alerter, dans l'idée d'être éclairé par ce qui peut se passer sur le réseau électrique. Et également que les hyperviseurs métiers qui s'occupent de la plateforme n'aient pas trop de trucs manuels à faire, que ça soit un maximum automatisé. Donc ça a été un très gros projet sur lequel j'ai aussi pas mal appris parce qu'on a mis en place une architecture. Je pense que ça fait partie des apprentissages un peu importants que j'ai pu avoir. Une architecture, on a essayé de répondre assez vite, même si on était dans un mode agile, assez vite à la quasi-exhaustivité de l'expression de besoin qui avait pu être faite. Mais aussi avec une vision un petit peu trop tech, d'accord, où finalement on s'est retrouvé avec on pourra y revenir, mais avec un monolithe distribué. Non pas un monolithe modulaire, comme c'est intéressant après pour découper en microservices, mais un monolithe distribué où il faut intervenir après sur chacune des briques. Donc c'était très résistant, très, très scalable, très résilient, etc., mais un peu compliqué. C'est aussi d'ailleurs un projet où on avait besoin de commencer à traiter pas mal de données, donc sans dire que c'est du très gros big data. Donc j'ai mis en place complètement Hadoop, enfin un certain nombre de composants de Hadoop, parce qu'Hadoop c'est tout un écosystème. Hein. Ouais. Mais il y a entre autres le file system distribué HDFS, les name nodes qui vont avec,
mais aussi une base de la famille Colonnet qui s'appelle HBase, qui nous a permis de déverrouiller un certain nombre de cas d'usage de manière très confortable. Et pourquoi tu dis vision trop tech ? Trop tech, rapport à peut-être essayer d'être beaucoup plus près tout de suite des métiers et de commencer à itérer, à être vraiment à faire au plus simple, que la complexité ne soit que liée au métier et pas la fameuse complexité accidentelle dont on peut hériter sans trop s'en rendre compte au fur et à mesure. Et puis, je suis tombé aussi dans un certain nombre d'anti-patterns qui sont pour maintenant les gens des évidences, mais toutes les notions de pré-optimisation, par exemple, ça c'est terrible, quoi. L'idée, par exemple, de mettre en place, si on a besoin d'accéder à des données avec une latence assez faible, de mettre en place tout de suite un cache distribué. En plus, un système distribué, il faut gérer les complexités d'un système distribué. En fait, on peut peut-être le faire dans un second temps en regardant si on arrive à obtenir le throughput et la latence qui vont bien sans quelque chose de très complexe. Donc tout ça, c'est des enseignements pour certains qui arrivent vite, puis pour d'autres, c'est peut-être plus long. Ok. Ouais, donc, pour toi, c'est quelque chose qui t'a servi sur les prochains projets ou sur les archis à poser par la suite. Ouais, carrément. Être plus YAGNI, entre guillemets. Les KISS, YAGNI, tous les acronymes. Ouais. Donc, tout à fait. Ouais, carrément. Après, on parlait tout à l'heure de mon goût pour le troubleshooting. Ouais. On va pas dire que l'écosystème Hadoop m'a permis de donner libre cours à ça, mais en tout cas, ça a été des belles expériences là-dessus, parce que j'ai le souvenir de devoir diagnostiquer des trucs où il y avait des problèmes sur la pile des cartes RAID, et que le cache, du coup, il n'y avait plus de cache, donc c'était long, ou alors te diagnostiquer jusqu'à aller discuter avec des committeurs de HBase, pourquoi est-ce que je prenais 30 secondes de latence, ce qui paraît dingue, comme ça. Normalement, l'explication, elle est instantanée. Non. Et de devoir remonter justement les différentes couches dans l'OS, dans le kernel, dans l'OS, dans le middleware, dans le code de Hadoop, ça c'était vraiment intéressant. Mais aurait-on bien dû faire ça? Et donc sur cette partie de notre récit, parce que Enedis c'est très gros, on est sorti d'Hadoop. Peut-être pour remettre dans le contexte, quand tu dis la partie du SI, le SI Linky, le SI, c'est ça, qui s'occupe de Linky de manière transversale. C'est combien de personnes qui interviennent côté tech, métier si on fait toutes les disciplines, produits fonctionnels, métier, manager, tech, dev, mais aussi le matériel. Parce qu'on a une grosse partie du pôle qui s'occupe de qualifier le matériel, de le tester en conditions réelles, etc. J'ai pas le chiffre exact en tête, mais je pense que dans l'ordre de grandeur, on doit être à 300, 350. D'accord, ok. Ouais, voire 400. Ça fait du monde. Ouais, ça fait du monde, ouais. Voilà, après, c'est un projet aussi où j'ai... parmi les choses importantes qui me reviennent en tête, où j'ai pu mettre en place une petite équipe typée SRE, alors pas SRE au sens des grands du web ou by the book, mais vraiment dans l'idée de mettre des gens qui savent coder, qui ont une démarche d'ingénierie au contact de l'infra, quoi. De solutionner les problèmes, d'apporter des vraies réponses, d'aller à la source, et d'avoir ces compétences de bout en bout, quoi. Et ça, c'est sur ta proposition aussi ? Oui. Ouais, j'ai eu la chance. C'est pas un poste qu'on te propose, t'arrives. J'étais dans cette force de proposition dans cette équipe-là, d'essayer de convaincre et d'être écouté. Donc ça, c'était bien. Et ça marche. Donc, tu parlais d'être force de proposition. Il y a un truc moi qui m'a pas mal marqué aussi, c'est à l'époque chez Enedis, il y a beaucoup de choses en termes de communication entre applis qui passaient de manière synchrone. Donc en web service, en SOAP sur web service, en REST, peu importe, mais de manière synchrone. Et ça pose plein de problèmes.
Donc c'est entre autres à ces occasions-là, mais j'avais commencé avec la centralisation des logs, à introduire la notion d'asynchronisme de broker de messages, en commençant à l'époque par RabbitMQ, mais qui a vite, les oreilles du lapin ont vite plié sous la volumétrie des logs. En tout cas, on n'a pas su le faire scaler correctement, on va dire ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu introduire du coup Kafka. Ça posait quel problème le fait que ça soit pas asynchrone? Quand on n'est pas asynchrone, un des problèmes, c'est que quand on parle à l'autre appli, on lui tient la main réellement. Donc si l'autre appli elle tombe, elle nous entraîne avec elle. Donc il faut mettre à ce moment-là, les timeouts on n'en parle pas, mais il faut mettre en place des circuits breakers. Si nous on a un pic de charge, parce que par exemple il y a un problème telco sur la chaîne Linky, telco au sens des opérateurs télécoms, et puis qui nous arrose de tickets Radius, on ne peut pas dépendre du niveau de robustesse de la brique d'en face. Il faut qu'il y ait un découplage. C'est juste naturel, quoi. Donc c'est pour ça que finalement inverser le sens des flux et travailler en asynchronisme, entre autres avec des brokers de messages, ça a beaucoup aidé. Donc là j'ai dû commencer par convaincre mon projet, puis un petit peu autour de moi, puis mon pôle, et puis la DSI, entre autres en écrivant des documents, en montrant ce qu'on allait gagner, ce qu'on allait perdre aussi, parce que c'est un petit peu plus de complexité. Un call rest sur TLS, c'est extrêmement simple, mais même s'il faut l'accompagner de plein de choses, quand on met en place un broker de messages au milieu, ça apporte de la complexité. Donc trouver Donc essayer de convaincre les gens, de faire beaucoup de lobbying, de com. Donc là, c'est là où on commence à toucher à des trucs où finalement, c'est pas que de la tech. Et voilà. Et donc du coup, tu mets en place des brokers de messages et de l'asynchronisme. Ouais, donc j'ai commencé à l'époque avec les premières versions de Kafka, quand il n'y avait même pas encore la réplication. Et puis on a pu, c'était un bon choix, même si ça a un petit peu de complexité, on a pu suivre le flow. Et il y a des collègues ensuite qui m'ont... donc entre-temps, j'étais devenu CTO du pôle. Donc on a parlé de Linky, mais il n'y a pas que Linky, il y a aussi le pendant pour le comptage industriel. Donc tous les gens qui ont des très gros abonnements, comme les entreprises, etc., différents segments. Avec des projets aussi sur le pan qui ont des activités typées IoT, ou des choses qui vont toucher à tout au logiciel qu'on commence à mettre dans les postes sources, dans les transformateurs, dans des machins sur des poteaux, je simplifie, mais ça. Et aussi un gros pan data analyse, data science. Et donc toi, tu étais devenu CTO CTO du pôle Nexus, qui regroupe toutes ces activités-là, métiers. Et du coup, entre-temps, des collègues qui m'ont proposé qu'on mette en place une offre autour de Kafka. Alors, pour ceux qui écoutent, il faut savoir qu'on est on-premise et entre guillemets condamné à rester on-premise pour une bonne partie des choses. Il y a pas mal de projets dans ceux que j'ai cités maintenant qui sont sur le cloud où il n'y a pas de problème. On pourra y revenir un peu après. Mais pour des choses comme Linky, c'est on-premise, on est système d'importance essentiel. Et du coup, il y a des contraintes de l'ANSI qui font que c'est des très grosses contraintes de sécurité qui ne peuvent pas être sur un cloud public. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'ANSI, c'est classique. L'ANSI, c'est, alors il ne faudrait pas que je me trompe dans l'acronyme, mais c'est l'Agence nationale de, je vais dire une bêtise, de suivi des systèmes d'information. Et du coup, EDF doit suivre leurs précaux, Enedis Ouais, Enedis doit suivre les précaux. Il y a des sortes de validation du fait qu'on ait atteint tel niveau, de ne pas rentrer trop dans les acronymes, mais qu'on a atteint tel niveau de sécurité. Et voilà. Donc du coup, le cloud... le cloud pour... non, en fait, après, c'est bien normal. C'est des systèmes où il y a un risque, ce qu'on appelle de déstabilisation du réseau électrique. Si on arrive à couper 2 gigawatts de soutirage, de consommation, il y a un risque de déstabilisation complet du réseau électrique. Donc du coup, c'est des choses vraiment très sérieuses, quoi. On peut pas se permettre de... Voilà. Oui, c'est mieux. On en parle en plus là ces temps-ci ouais. Voilà. Des coupures, de délestage, tout ça. Donc il y a pas mal de contraintes qui pèsent sur nous, mais à juste titre en fait. C'est juste normal. Après c'est vrai que le niveau de sécurité de base, je sais pas, quand j'ai commencé il y a 18 ou 19 ans,
Chiffrer tous les flux en TLS, on n'en parlait pas trop, quoi. C'était pas... Enfin, toutes ces notions de chiffrement, de surface d'attaque minimale, etc. Puis les 50 autres qui l'accompagnent, on n'en parlait pas vraiment. Maintenant, c'est devenu juste classique, quoi. Le moindre flux, il est chiffré. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres. Je reviens juste sur un truc. Là, il y a 2 minutes, tu dis et entre-temps, j'étais devenu CTO du pôle. Tu le glisses un peu comme si c'était un non-événement, en fait. Comme si au final, ça n'avait pas forcément changé trop ton quotidien, ton poste, ta to-do. C'est quoi? C'est de l'humilité? C'est effectivement que ça t'a pas changé le quotidien? Comment ça s'est passé? Ça a beaucoup changé, mais comme je dis souvent, il n'y avait pas encore trop cette culture tech interne forte. Donc quand j'ai commencé en tant que CTO dans ce pôle, j'avais finalement un râteau de 35 projets activités en face de moi. Et comme je suis une vraie machine et passionné par mon boulot, j'y suis allé. Voilà. Mais c'est, on va dire, pas assez efficace. Puis ensuite, j'ai commencé, donc là, c'était un vrai changement, parce que je suis passé finalement Enfin, il y a une étape de la carrière par laquelle je suis passé, mais entre ce SI de supervision et CTO, j'avais pris la responsabilité tech d'un groupe d'applications, on va dire, pour simplifier. Ouais. Mais ça restait à peu près le même boulot. C'est juste que j'avais un petit râteau de 4-5 moyens projets. Mais donc là, tu te retrouves avec 35 projets, mais ça fait combien d'équipes? Ça fait combien de personnes? Le pôle fait 1000 personnes. Après, il n'y a que 450 tech. Ouais, c'est, effectivement. Et donc là, j'ai commencé finalement à mettre en place des intermédiaires, des relais de moi pour essayer de me démultiplier. Et puis j'ai fait ça de manière itérative. Maintenant, on a une structure technique qui est beaucoup plus, peut-être classique. Alors les noms des postes, je les ai inédicifiés, mais ça va être des équivalents de staff ou de principal engineer qu'on retrouve sur la branche technique. Donc, vraiment cette volonté de mettre en place une vraie branche technique comme n'importe quel CTO dans une boîte de la tech. Du coup, tu as combien de relais? Enfin, il y a combien de personnes qui te reportent, du coup, ou qui sont tes relais? Avec tous les intermédiaires, là, ça doit faire une trentaine maintenant, à peu près. D'accord, ok. Ce qui est déjà... en termes de nombre d'interlocuteurs, c'est déjà beaucoup, quoi. Oui, c'est trop. Beaucoup. Trop, et c'est... donc 30, c'est en découlant la pyramide. Sur les gros pans métiers et tech, dont Linky et son voisin pour le contingent industriel, maintenant j'ai des têtes de pont techniques qui me font l'intermédiaire et qui font un super travail. Donc c'est vraiment le job de mettre en place ce qui paraît naturel, mais une orgatech pour que moi je puisse prendre un peu de hauteur et travailler sur des trucs avec un peu plus d'impact et résister à la volonté de diagnostiquer quelque chose en prod. Si on rentre dans le détail, qu'est-ce que tu appelles une orgatech? Ouais, donc c'est un peu le triptyque avec, on va dire, la branche produit. Donc c'est là qu'on va retrouver des PO, des PM, ces postes-là. Ouais. La branche, donc ils sont, comme je dis souvent, ils sont responsables du quoi et du pourquoi. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la raison? C'est quoi le besoin des clients, etc. et de nos utilisateurs. Au milieu, on va retrouver la branche managériale, donc c'est tous ceux qui sont responsables des gens, l'aspect RH du terme, mais aussi qui sont responsables du delivery, en chef d'orchestre avec la branche tech. Et justement, la branche tech, on n'est pas les managers des gens. Les managers de la branche tech, ce sont la branche managériale. Et cette branche, elle est naturellement responsable du système, du comment. D'accord ? Donc les décisions sur qu'est-ce qu'on fait, comment on y répond, avec quels outils, c'est cette branche qui l'apprend. D'accord. Donc toi, tu es responsable du comment ? Ouais, du système et du comment. Ok. Et de manière, on essaye de faire ça, entre guillemets, de manière assez large. C'est ce que j'appelle la culture de l'engineering chez moi, en essayant de couvrir tout le nécessaire. Donc ça va d'un certain nombre d'aspects humains, au recrutement, etc., mais aussi à la captation du besoin, à la partie dev, test, performance, robustesse, production, incident, etc.
mais aussi et la sécurité, très très important. La sécurité est sous ta responsabilité aussi. Des fois, on la sort du périmètre pour pas être jugé partie. Non, on a une entité dédiée qui est dans mon pôle qui s'en occupe, et c'est vraiment nécessaire, et c'est un vrai levier, parce que les gars ils en voient, ils savent de quoi ils parlent, et on arrive à trouver le juste équilibre pour se mettre au bon niveau de sécurité avec les bonnes contraintes, etc. Parce que la sécu, on peut toujours aller plus loin. Faut trouver Vous faites du bug bounty ou des choses comme ça? Alors on fait, il y a eu 1 ou 2 campagnes de bug bounty bien encadrées avec, j'ai oublié le nom du partenaire avec qui on avait fait ça. Mais ils organisent aussi des trucs assez sympas, c'est des CTF, des captures de flag internes. Je sais pas si tu vois Pour moi, tu me parles de paintball quand tu... C'est des plateformes où on a des challenges de sécurité. Ça rapporte des points et on doit essayer de hacker quelque chose. Donc on va retrouver des classiques où il faut utiliser une injection SQL, utiliser une faille XSS, utiliser une RCE, enfin des choses comme ça. Et en général, je suis pas dans les premiers, mais je me débrouille. RCE, c'est quoi? Parce que cross-site scripting, je vois, mais... Remote Code Execution. D'accord. Comme on a pu avoir avec Log4Shell, il y a la petite faille sympa qui est sortie il y a pas très longtemps. Là. De Log4j, du coup? Ouais. Ouais, ok. Ouais, qui concernait Log4j. Ouais. Et là-dessus, c'est bien. En général, je fais ça un peu le soir en dehors du boulot, parce que ça prend trop de temps. Mais c'est vraiment sympa. On parlait de bug bounty, de chaos engineering, vous faites un peu ou pas? Ouais, alors pas by the book comme a pu le faire Netflix, qui ont popularisé la démarche. Mais toutes les notions de robustesse et de résilience, en commençant par des trucs très simples, mais s'assurer que n'importe quel flux ait bien un timeout de connexion, un timeout de réponse, qu'on ait des dead letter queues, des stratégies de retry intelligentes, des circuits breakers, du monitoring, enfin tout ce qui l'accompagne, c'est des choses qu'on fait. Et puis on est vraiment incité à le faire parce que, entre autres, sur un certain nombre de systèmes, si le système ne marche pas, si on n'arrive pas à parler au compteur correctement, à les relever avec le bon taux, à passer des ordres dessus, on est soumis à des amendes à hauteur de millions d'euros. Donc, pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, on est incité très vigoureusement à être bon. Donc, c'est pas une boîte d'e-commerce qui va perdre des millions si elle est pas bon le jour du Black Friday, mais c'est d'autres. C'est d'autres millions, mais ils sont là, quoi. C'est d'autres trucs, ouais. Et moi, je voulais revenir sur quand on disait essayer de couvrir tout le pan de l'engineering, quoi. Ouais. Il y a la partie, donc ça c'est une prise de conscience pas toute récente, mais quand même pas si vieille que ça, de la partie orga, parce qu'une grosse partie de nos soucis finalement sont liés à notre organisation. Donc il y a la fameuse loi de Conway, je vais pas rappeler, je pense que les précédents. Tu peux. C'est l'idée très simplement que la manière dont on est structuré, organisé, découpé va influer, voire contraindre très directement l'architecture qu'on va prendre. Logiciel, infrastructure, voilà. et autres. Donc on va plutôt essayer de faire l'inverse, et j'ai des exemples en tête dans mon pôle, où on va essayer de penser l'architecture, la modularité qu'on veut techniquement, et du coup de mettre l'orga qui va en face. Donc il y a plein de trucs qui vont derrière, mais ça c'est des choses sur lesquelles je suis en boucle depuis. J'en parle souvent, parce que c'est pas forcément intuitif, et puis notre tête nous incite à faire l'inverse. Toi, il faut commencer par la partie architecture, technique et logiciel avant de mettre l'orga. Mais en fait, c'est jamais aussi simple que ça. Les deux se rejoignent, mais oui, il faut réussir à penser. Enfin, si on part from scratch, ce qui arrive assez peu de fois, mais réussir à penser ce qu'on veut designer, comment on le découpe, et mettre l'orga qui va en face. Parce que sinon, notre cerveau nous empêche de... Donc là, tu as des problématiques organisationnelles. Si tu veux faire évoluer ton système, il faut que tu fasses évoluer ton orga. Et tu penses plutôt système que orga quand tu y réfléchis, quoi. Ouais. Et c'est là, du coup, que c'est intéressant d'être sur ces postes-là, sur mon poste, parce que justement, on peut essayer d'influencer, pas que sur la tech, parce que c'est pareil, c'est des enseignements qu'on prend plus ou moins tardivement, mais on ne fait pas de la tech pour la tech, quoi. C'était le cas un peu au début de ma carrière, travailler sur un certain nombre d'outils, mais c'est vraiment pour répondre à quelque chose et qu'on se mette dans la logique de mesurer ce qu'on va gagner, quel impact on va avoir, etc. Et une partie des problèmes sont effectivement organisationnels, donc c'est
Je suis très loin d'être encore excellent là-dessus. Il faut être honnête avec soi-même. Mais c'est partie où je suis, en tout cas, bien. Ouais. Et alors, du coup, dans l'orga que tu décrivais, tu es responsable du comment, tu es responsable de la partie dev, tech, infra, en gros, mais sans avoir de casquette managériale. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, il y a pas mal de boîtes qui sont... donc à chaque fois, c'est des compromis. Hein. Un choix d'organisation comme ça, c'est un compromis. Il y a pas mal de boîtes qui sont organisées avec des verticales techniques. Donc le patron de la tech, je pense qu'il y en a eu un certain nombre qui sont passés derrière devant ce micro, je sais plus comment on dit. Je suis devant. Derrière le micro. Mais c'est vrai que tu es aussi devant. Et ou le head of, enfin peu importe le nom, le CTO, le VP, enfin on s'en fout des noms parce qu'en fait ça dépend vraiment de la taille, de chaque orga. Il est non seulement responsable de la tech, mais c'est le manager, le patron des gens en dessous, des ingés en dessous. Et donc du coup l'avantage de ça, c'est pour aligner les gens. On dit on va essayer de travailler comme ça, maintenant travailler sur tel process ou telle partie de la stack. Ça s'aligne tout seul. Mais par contre, si on a besoin d'adresser des fonctionnalités métiers qui vont concerner plusieurs verticaux comme ça, bah là ça commence à devenir compliqué de synchroniser les gens, d'avoir des dépendances, etc. Donc nous, le choix qu'on a fait, mais qui est en place depuis assez longtemps finalement, c'est d'avoir des sortes de verticales, mais par métier. Donc voilà, Linky en a une, mais il y en a d'autres. Et de mettre en place cet orga tech dedans. Donc effectivement, moi je suis pas le responsable, enfin je suis pas le patron de tous ces techs là, mais je fais By the Book, c'est du leadership, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, mais sans le levier managérial. Donc comme je dis des fois, c'est de l'influence, des fois c'est une incitation vigoureuse, essayant de le motiver bien proprement, mais sans le levier managérial. C'est-à-dire que par exemple tu veux pusher on parlait de CI tout à l'heure, tu veux pusher du continuous delivery, des pratiques, des outils, des outillages. Tu le décides, mais en fait, t'évangélises plus que tu ne décides. Ouais, alors, comment ça se passe? Si l'idée ne vient pas tout seul, on peut me la souffler, hein, ce qui arrive, ce qui arrive souvent. Mais c'est un peu ce que j'ai fait quand j'ai mis en place cet orga, justement, c'est discuter un peu partout. Aligner les différents chefs au-dessus, aligner un certain nombre d'ingés que je connais très bien. C'est-à-dire que là, tu vas devoir aligner les chefs des différentes directions métiers pour avoir une homogénéisation sur la partie tech. Ouais, mais que moi aussi, alors oui, puis on pourra y revenir, parce qu'il y a un des défauts de cet orga, c'est que les gens sont aussi silotés. Mais vraiment, cette idée, c'est sur des chantiers comme ça, je réussisse à convaincre un peu tout le monde, qu'ils me fassent pivoter, modifier mes points de vue, ça arrive aussi souvent. Pour trouver un compromis qui convienne à tout le monde et puis qu'on arrive à enchaîner des petits pas. Par exemple, il y a un an, j'ai souhaité qu'on travaille sur la démarche Accelerate. Je ne sais pas si tu... je veux bien que tu détailles. Si tu vois ce que c'est. Très, très, très rapidement. Hein, Tu parles du bouquin ? Ouais, du bouquin. Ouais. Puis la démarche qui en découle. Mon idée, c'est qu'on arrive à être plus efficient. D'accord ? Donc il y a un gros pan Ops, DevOps sous la démarche, mais pas que. C'est aussi une notion de satisfaction au boulot, etc. Enfin, c'est assez vaste. Et effectivement, il y a les 4 fameuses métriques, hein, la fréquence de déploiement, le taux de panne, le lead time, etc., qui nous donne une sorte de mesure, de tableau de bord, de diagnostic. Puis après, on va essayer de travailler il y a 24 pratiques dessous, différentes, il faut les prioriser, hein, pour justement être meilleur. Parce qu'il y a des endroits où on n'est pas trop mauvais, puis d'autres où on ne déploie pas encore. Moi, je veux qu'on soit capable de déployer, ce qui est une évidence hein, maintenant dans le monde de la tech, hein, mais à la demande, n'importe quand en prod, la branche, peu importe le nom qu'elle a, la branche est stable, quoi, sur Git. Et donc, si on arrive à faire ça, en fait, c'est toute la boîte, c'est le système nerveux de la boîte qui fonctionne bien. Donc, pour faire ça, j'en ai un peu discuté autour de moi, aligné le chef de pôle, échanger avec un certain nombre de gens. J'ai trouvé des relais qui ont mangé la démarche et puis qui l'ont amplifié très, très largement. Puis c'est comme ça qu'on essaye de faire avancer ces choses-là. Ouais. Ok, et
tu disais, on peut me souffler des choses. C'est-à-dire que t'es patron de la partie tech, du coup. Il y a des chantiers, voilà, t'as les chantiers, les perceptions, les visions que t'as. Comment t'organises le bottom-up? Est-ce que tu l'organises? Comment tu fais pour être à l'écoute? Moi, j'ai des classiques one-one avec les ingés sur cette branche tech. Ouais. Et puis du coup, vu que ça fait quand même un moment que je suis dans la boîte, le réseau au sens noble du terme, pas au sens politique sale, fonctionne bien aussi parce que du coup j'ai pas mal de liens directs. Mais je trouve que ça reste encore assez lointain, et cette année d'ailleurs je vais essayer de m'immerger un peu plus par demi-journée dans les projets, parce que même s'il y a cette branche tech qui fonctionne pas mal, au final on se retrouve quand même assez loin avec une organisation de cette taille-là pour identifier des endroits où on doit appuyer, mieux comprendre les points de douleur de certaines équipes, comprendre leurs forces, etc. Donc c'est cette idée de rester quand même plus au contact. Ok. Et t'as en tête justement des chantiers que t'as lancés, fait diffuser, qui ont été justement peut-être remontés du terrain? Le premier qui me vient, c'est le tout début, mais c'est s'améliorer sur. Ça rejoint un peu les notions de silotage, sur toutes nos capacités de CI/CD. Vu que les projets dans cette organisation sont un peu silotés, et puis que certaines entités dans l'entreprise a pas encore le niveau qui va bien, sont en train de changer, mais pour obtenir, en mode plateforme team avec des CI qu'on peut provisionner à la volée, sur étagère, avec des pipelines, des templates de pipeline tout prêts, etc. Vu qu'il n'y a pas encore cette maturité qui est en train de venir, il y a un certain nombre de projets qui, naturellement, y ont répondu d'elles-mêmes. Et donc ça n'a pas de sens, à faute d'avoir de la duplication comme ça dans chaque entité technique. Et puis ça n'a pas de sens de ne pas avoir une CI qui ne scale pas, avec des files d'attente de jobs pas possibles. Ça rejoint, comme dans Accelerate, cette idée d'être capable de valider ses commits à chaque instant. Donc ça, c'est des choses, en se faisant nourrir par les équipes en direct, on en prend conscience, quoi. Et le point important, là, j'avais dit une orgue de ce type a des défauts, c'est que justement les techs sont un peu silotés par entité. C'est que du coup, il faut mettre en place des communautés. Alors on peut appeler ça des guildes, des communautés, etc. Mais l'idée, c'est que les gens partagent, arrivent à relever un peu la tête le nez du guidon, partagent entre eux, puissent s'entraider, et puis aussi s'aligner techniquement sur telle ou telle pratique, j'en sais rien, moi. Sur une partie front, par exemple, est-ce qu'on fait du React ou du Vue ou autre chose, et puis dans quel cas, mais voilà, on décide. Et ça, c'est un truc que j'essaye vraiment de mettre en place, mais qui est vraiment difficile. Les gens sont pris dans l'opérationnel dur de leur projet, donc ça va beaucoup reposer sur des animateurs qui sont passionnés du sujet, qui ont envie de partager, vraiment de diffuser ses connaissances. Mais cette notion de communauté, elle est vraiment, vraiment importante et pas évident à mettre en œuvre pour que ça tienne dans la durée. Tu as réussi à... Il y en a certaines qui sont là historiquement et qui vivotent, puis d'autres là c'est un de mes chantiers du moment qui renaissent et qui commencent à bien tourner. Ouais. Et alors, quelles actions, tu proposes, tu as mis en place pour dynamiser? Déjà, il faut trouver un ou une animatrice ou un binôme qui est moteur, qui a du temps dédié pour s'en occuper, avec l'aval managérial, sur du temps Enedis. C'est pas entre midi et 2 ou c'est pas le soir ou le week-end, c'est vraiment, ça fait partie de l'activité, quoi, c'est vraiment important. Qu'on arrive à se fixer des objectifs, un back-end de sujets à traiter, et puis on y va. Mais c'est pas évident. Et du coup, toi, sur ce type de projet, de sujet, j'imagine que... Parce que là, tu viens de dire, il faut trouver quelqu'un qui va relayer, diffuser, qui est motivé, mais qui va avoir du temps. Faut le vendre, ça. Tiens, il est bon, mais il va plus être à 100%, il va être à 80%. C'est encore des endroits où j'ai probablement pas assez d'impact pour convaincre effectivement que c'est important.
Mais on a des... Parce que c'est le héroïque, t'arrives pas, parce que du coup, Ouais. il y a cette notion de Ouais, quand puis vous aurez vos guildes et vos communautés, vous le retrouvez sur la stabilité des équipes, sur la progression des équipes, sur... Exactement, et c'est pas un ROI qui est mesurable en euros directement, il est là, mais il est indirect. Donc il faut réussir à le porter, mais ça me fait penser à une initiative que j'ai lancée justement dans l'idée de se désiloter, pas en lien avec les communautés, mais qu'il y ait un ou deux ingés en l'occurrence, là, qui puissent travailler sur la partie CI/CD, donc dans des projets, enfin dans deux projets, mais très rapidement avec la capacité d'aller impacter les projets autour, voire le domaine, et puis ensuite mon pôle complet. Pour justement faire profiter tout le monde d'un certain niveau de maturité qu'aurait pu atteindre, et puis diminuer la charge cognitive des autres projets, parce qu'ils auront plus ça à penser, il y aura une plateforme qui sera en mode self-service, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui reste pas évident, parce que dans nos têtes, comme je disais, ça peut être vite siloté par équipe, avec ces objectifs, ces contraintes, puis de se dire que oui, l'organisation, avec le sponsoring du patron, va permettre à ce qu'on aille impacter ses petits voisins, les aider. Ouais. Donc je suis un peu là-dessus aussi. Et du coup, tu disais, voilà, c'est un de mes chantiers, dynamiser les aspects guild, communauté et autres. C'est quoi tes autres chantiers du moment, ou tes chantiers vision? Il y a une partie sur Accelerate, comme je disais, qui reste un truc en tâche de fond. Et puis j'essaye maintenant de prendre un petit peu de hauteur, justement, pour travailler sur des trucs avec un peu plus d'impact, quoi. Comment est-ce qu'on va réussir à améliorer ça paraît des évidences pour tout le monde, hein, mais nos capacités de test, pour être capable justement d'amener un commit en prod à chaque instant, et ça, c'est aussi de la culture, hein, c'est pas que de la tech. Donc vraiment essayer de convaincre, de mettre en place que les gens aient les bons réflexes. Et puis il y a vraiment, je disais, ces aspects organisationnels. Il y a un bouquin comme ça que j'avais bien aimé, qui s'appelle Team Topologies, de Manuel País, et j'ai oublié le nom du co-auteur. Il communique beaucoup là-dessus. Pour essayer de mettre en place le bon découpage d'équipes en feature teams, ça s'appelle Streamline Team, mais peu importe. Des équipes qui offrent des services, que ce soit un cloud privé, parce qu'on est aussi là-dedans sur la partie Linky, c'est un petit cloud privé d'un bon niveau, mais un petit. Sur des parties de monitoring, que ça puisse être sur étagère, ce qu'on appelle des plateformes team, vraiment. Ouais. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait sur l'offre Kafka. Et puis d'avoir, ça c'est un truc que j'ai pas forcément fait, mais quand je m'écoute parler, on a l'impression que j'ai lu un livre puis que je vais faire exactement ce qu'il y a dans le livre. C'est pas l'idée, hein, c'est vraiment de s'inspirer, de discuter, etc. Mais ces aspects d'être capable d'aller aider ses voisins de manière temporaire, et puis de pouvoir passer à une autre équipe où ils ont entre-temps chopé la compétence, ça parle vachement, quoi. Ça parle vachement pour se désiloter et faire progresser tout le monde. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça. Bon, il y a pas mal de choses en tête encore. Ouais, pas mal de choses en tête. Après, il faut réussir à prioriser. Là, ça me fait penser à cet article de blog dont je te parlais avant, où je sais plus comment s'appelle le titre, mais c'est en gros, on est feignant si notre agenda est trop plein, parce qu'on n'a pas su s'organiser, déléguer, etc. Et j'ai l'impression que je suis un peu là-dedans. Faut encore que j'arrive à plus m'appuyer sur l'orga, et puis à pouvoir prendre de hauteur et à prioriser un ou deux ou trois sujets, pas plus, et pas ouvrir un râteau de sujets pas possible. Ouais, t'as envie d'ouvrir trop de sujets à la fois, toi. Je pense qu'on a naturellement tendance à faire ça, mais c'est inefficace. Après, on a un peu de latence, hein, clairement, dans des grands groupes comme Enedis, sur un certain nombre de sujets, on a un peu de latence. Donc c'est quand même des trucs qu'on peut lancer en asynchrone. On revient sur l'asynchrone. Et puis tracter, qui sont pas directement, on n'a pas toute influence dessus. Mais oui, c'est des choses à faire. Ouais. Et du coup, comme tu parles de râteau de projet, moi ça m'amène sur la thématique tu as parlé d'agenda, la thématique du temps, d'organisation du temps, les journées,
Elles ont combien d'heures pour toi? Alors, mais elles ont pas tant d'heures que ça, parce que ça fait, j'ai dû être pas loin d'un burn-out il y a quelques années, un peu avant Enedis, donc j'ai appris là-dessus. Par contre, mon problème, c'est le niveau d'intensité et de contexte switch, ce qui est aussi un problème de gestion du temps. Mais après, je suis pas sûr d'avoir de journée type. Globalement, on va quand même retrouver des thématiques où j'ai des points de synchro avec la branche technique. Des thématiques où je vais suivre quelques gros projets, comme la mise en place du cloud privé là, que je vais suivre et essayer de mettre pas mal d'huile entre les projets, les équipes infra, la sécu, etc. On retrouve pas mal je l'ai sans doute pas trop encore parlé, mais cette notion de mettre de l'huile pour faire dialoguer les gens, réussir à les aligner, même s'ils sont pas d'accord. Ça fait partie de ton job, quoi. T'as pas la responsabilité managériale, donc il faut convaincre, quoi. Ouais. Convaincre et huiler le tout, quoi. Il y a vraiment ça. Après, j'essaye de dédier une partie de mon temps, pas assez, mais une petite partie, parce que je considère vraiment que ça fait partie du boulot, à faire de la veille. Donc, à mettre à jour sur Twitter, même si j'en lis un peu moins en ce moment, et ça n'a rien à voir avec Mastodonte, c'est juste que la qualité de mon fil s'est dégradée, j'ai trouvé. Mais essayer de rattraper mon retard sur les newsletters, j'en suis les machins weekly, j'en suis un paquet. À suivre un peu TechRox et d'autres Slack pour essayer de se nourrir un peu. Se maintenir à jour. Ouais, tu consacres combien de temps, toi, à la veille? De la veille, entre la partie que je fais au boulot et puis la partie que je fais le soir pour m'endormir, je pense qu'on n'est pas loin de 3-4 heures par semaine, voire plus. Ok, ouais, ça permet de voir des trucs, quoi. Ouais. Donc, c'est plus rare maintenant, enfin, je suis plus développeur, voilà, je suis plus... je fais même plus de POC ou de trucs comme ça, mais quand même de temps en temps j'en fais un ou deux, donc je me mets plus sur le chemin critique, c'est pas l'idée, mais pour garder un petit peu la main. Et puis, tu veux plus sur le chemin critique, c'est-à-dire que de temps en temps tu te mets sur des user stories Non, justement, c'est ce que j'évite. On va pas se mettre sur des user stories d'un projet sur le chemin critique parce que je suis trop interrompu et puis d'accord. C'est une mauvaise idée de faire ça. Mais il y a des CTO qui arrivent à le faire. Mais par contre, un petit dev qui est pas dans un flux projet et qui peut apporter à tout le monde, tu fais des petits tests, quoi. Pas tout récemment, mais j'ai le souvenir d'avoir testé de manière assez avancée Flink pour un cas d'usage de stream processing qu'on avait. C'est quoi? Flink, Apache Flink. D'accord, ok. C'est un framework de stream processing comme d'autres peuvent exister. Mais donc t'arrives à garder un équilibre un peu vie pro, vie perso, faire un peu de sport, par exemple? Oui, je fais pas mal de sport. J'ai un passé de sportif du haut niveau en patin à glace. Fais un petit peu de curling après pour la blague. Et puis parce que ça fait souvent rire les gens, ils demandent mais tu fais que balayer ou tu jettes des cailloux aussi? On fait tout. Et puis je courais beaucoup avant. Maintenant je peux plus trop à cause d'un petit souci sur les pieds, donc je fais beaucoup de vélo, de home trainer, y compris des fois entre deux réunions. Un petit créneau, je vais me défouler sur le home trainer et c'est pratique. Un peu de vélo. Et en bon lyonnais, amateur de foot? Non, je suis pas très footeux. Après, probablement un peu chauviniste quand même, plus Lyon que Nantes. Mais ouais. Ok. Et du coup, tu disais sportif de haut niveau en patinage? En patinage artistique, en danse sur glace en l'occurrence, en couple, aller jusqu'au championnat de France junior. Un peu loin dans le classement, mais quand même. Mais quand même les championnats de France. Ouais. Ok, mais ça fait combien d'heures Enfin, on est sur 15... Pour aller au championnat de France, on est sur 15 heures par semaine? Ouais, j'en faisais 14, ouais. Tous les matins. J'ai bien visé là, du coup. Okay. Tous les matins à 6h à la patinoire et le midi souvent. Ouais. Ok. Et t'as arrêté, c'était trop, c'est bon. Ouais, il y a un moment arrivé au lycée avec l'adolescence aussi, et puis ouais, ça commence à faire un peu trop, je crois. Voilà. Ok. Bon, et t'as pris la trajectoire informatique.
Ouais, exactement. Ok. Bon, on n'arrive pas loin on a balayé pas mal de sujets de ton côté. J'arrive vers les petites questions finales. Sauf si tu as quelque chose que tu voudrais... Non, pas spécifiquement. Il y a encore plein de trucs en tête, mais faut tenir le timing. Bon, eh ben écoute, je passe aux petites questions finales. Est-ce que tu as une phrase, un proverbe, des expressions que tu apprécies particulièrement? C'est pas forcément un proverbe, mais c'est un truc que j'utilise depuis longtemps quand on me pose une question et que je ne sais pas trop. Je dis 12, sans préciser l'unité ou etc. Et en fait, C'est minimaliste comme expression. Donc c'est pas 42, c'est 12. Et depuis le temps, c'est assez rigolo, mais c'est aussi dans l'idée de pas trop se prendre au sérieux au boulot. Les gars les équipes qui commencent à me connaître maintenant, quand encore ce week-end, je leur disais, vous avez mis combien de temps pour faire la migration, etc. T'inquiète, c'est un multiple de 12, enfin on va y arriver. Donc c'est rigolo. Ok. Bon, alors ceux qui te connaissent comprennent, mais ceux qui te connaissent pas encore sont surpris par la première réponse. Ouais. Ok. Avant de te poser la question sur le surnom, je vais revenir sur un truc, parce que je t'ai posé je te demandais, les journées, elles prennent du temps. Enfin, c'est quoi tes journées? Il y a beaucoup d'heures et tout. Et tu m'as dit, non, mais ce qui est important, c'est l'intensité. Comment ça se travaille? Enfin, tu as travaillé l'intensité que tu mets dans le boulot? Je sais pas si c'est parce que je suis passionné ou parce qu'il y a mon syndrome de l'imposteur ou le perfectionnisme ou je sais quoi je sais pas quoi qui pousse derrière, mais il y a cette volonté d'avoir le CPU qui tourne à 100% en permanence. Donc s'il y a, à l'époque c'est plus le cas, mais s'il y a un build qui tourne sur la CI, hop, je passe à autre chose. Et du coup le job il reste quand même pas mal context switch, quoi, vu la largeur du pôle. Donc c'est plus là-dessus en fait, de se maintenir à 100%, et c'est fatigant, mais bon, faut croire que j'aime ça. Ouais. Et tu me dis, là je rebondis, syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui revient dans certains podcasts. C'est quelque chose à quel t'es sujet? C'est un moteur? Oui, j'y suis carrément sujet, et c'est un moteur, ouais, indéniablement. Tu le travailles du coup, parce que du coup c'est un stress. Ouais, c'est un stress, c'est pas un gros, enfin je sais pas. Il y avait eu un moment un blog qui essayait de le mesurer il y a 1 ou 2 ans. Un blog? Ouais, un article de blog avec un outil, c'était rigolo. Je suis pas à fond, mais oui, c'est un moteur, et non, je suis pas sûr que je le travaille autant, mais ouais, c'est l'envie parce que je considère que je suis vraiment loin d'être au niveau auquel je voudrais être. Donc c'est un moteur. Ok. Est-ce que le fait je t'ai fait la remarque tout à l'heure, je te disais, mais tiens, c'est marrant, tu me glisses comme ça, un peu sous une frite. Bon, entre-temps, je passais CTO. Tu vois, je t'ai demandé humilité. En fait, il y a un petit côté. J'en fais pas des caisses. Enfin voilà, il y a un truc comme ça, et c'est probablement quand même un petit défaut à ces postes-là, parce qu'il y a une grosse partie qui est de la com, être capable de porter les sujets tech au bon niveau, avec la bonne abstraction dans les codires, etc. Mais je me disais jusqu'à il y a quelques temps que si on entendait parler de moi, c'était plutôt mauvais signe. Qu'il y avait eu un incident de prod, je sais pas. Mal fait le post-mortem après, j'en sais rien. Mais non, c'est probablement un défaut. Il faut juste se mettre au bon niveau. Mais ouais, j'essaye de rester assez humble. Comme je le disais il y a quelques temps, dans une de mes équipes, on avait mis en mascotte le chien qui a une cravate sur un clavier là, qui dit I've no idea what I'm doing. C'est rigolo. Ouais. Ok. J'en viens à cette question. Alors, est-ce que tu as un surnom? Ouais, alors je suis pas sûr que ça soit un surnom. Ouais, c'est peut-être quasiment un diminutif. C'est Vlad. Juste les 4 premières lettres du nom, parce que le fin du prénom, parce que le prénom est trop lent. C'est d'ailleurs assez souvent rigolo. À la DSI, il y a des gens que j'ai pour la première fois en réunion, au téléphone, enfin peu importe, sur Teams, qui me connaissent pas et puis qui me disent salut Vlad. Mais il n'y a pas de souci. Ok. Oui, c'est pas évident à prononcer, Vladislav. Hein. Ouais, c'est pour ça, Vlad. Vlad, je connais toutes les déclinaisons. C'est bien. Possible. Ok. Est-ce que tu aurais
Toi, tu devrais trouver un titre à cet épisode. Tu l'appellerais comment ? C'est une bonne question. Je sais pas. Difficile comme ça. Trouver un titre qui essaye de résumer mon petit parcours, je sais pas. Ok. Je te propose un truc. Ouais. Moi, là, dans l'épisode, j'ai vraiment eu l'impression que tu vois, veille technique, toujours, pousser beaucoup de sujets techniques, infra, cloud, SRE, CI, CD, tester des sujets. Moi, je sens que c'est quelque chose qui est très présent en toi et que tu pousses beaucoup. J'aurais vu un titre du genre un truc CTO mais avec le T au carré ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est rigolo, mais aussi avec, comme je te disais, cette maturité probablement un petit peu trop tardive, qu'on ne fait pas de la tech pour de la tech. Ah, c'est exactement les apprentissages que tu disais. Ouais, avec le bon équilibre, ouais, peut-être. En tout cas, j'essaye de garder non seulement cette légitimité, mais cette culture techno bien large, quoi. Ok. T-shape au carré. Et est-ce qu'il y a une question que je t'aurais pas posée que tu aimerais que je te pose ? Comme ça, il y aurait trop rien qui me reviendrait. Non, je vois pas. Non. On a bien balayé. On a bien balayé, probablement pas tout dit, mais on fait un bon tour d'horizon. Eh ben écoute, je te remercie. C'est moi. Je te remercie d'avoir participé. Et plein de chouettes projets et plein de chantiers à venir. Donc je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite des pages à écrire chez Enedis. Merci bien. À très bientôt. Au revoir à tous. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.